Voilà, ben, il est 20h30. On va pouvoir débuter cette première webconférence spécifique au territoire Haute-Alsace. Donc, vous avez ce soir le GHR-MSA qui est représenté par la directrice Madame Krenker et par le docteur Noiset. Je pense qu'ils sont là. Si vous voulez réactiver peut-être votre caméra et votre micro. Ah, on ne les voit pas du coup. Alors, en attendant, Monsieur Lespinasse, délégué territorial de l'Agence régionale de santé au niveau du Haut-Rhin. Bonsoir. 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 Bonsoir, l'hôpital. Bonsoir. Donc, je vais remettre le diaporama dans quelques secondes. Je tenais à remercier ces participants. Ah ben, le docteur Moutien rejoint l'hôpital. Donc, je tenais à remercier les participants ce soir. C'est une première, c'est une tentative. Nous essayons de lancer cette webconférence spécifique au territoire Haute-Alsace, donc au sud du Haut-Rhin, afin d'être le plus proche possible de l'organisation du terrain et des réalités du terrain. Moi, j'interviens ce soir au titre de la communauté professionnelle territoriale de santé Mulhouse Agglomération en tant que président de cette communauté. Alors, je repartage mon écran et je repartage mon diaporama. Pour passer la parole tout de suite au GHR-MSA, puisque le premier point de l'ordre du jour était le point de situation hospitalier, donc en particulier au GHR-MSA cette fois-ci. Voilà. Je vous laisse la parole. Oui, bonsoir à tous. Donc, merci effectivement de participer à cette première que nous avons effectivement souhaitée pour partager avec nos collègues du milieu libéral un certain nombre d'informations autour de la situation telle qu'on la vit aujourd'hui au niveau du GHR, en incluant donc le SAMU, le service des urgences et l'ensemble de nos services de médecine. Donc, Corinne Krenker, je suis la directrice. Et alors, à ma droite, je ne sais pas comment c'est dans votre écran, le docteur Noiset, à ma gauche, le docteur Boussien. Sinon, c'est dans l'autre sens. Le point de situation, donc on peut peut-être faire la diapo suivante. Oui. C'est le docteur Chmielewski qui fait tout ça. Oui. Donc, on est effectivement entré pour la deuxième fois dans une gestion de crise en ayant déclenché le plan blanc il y a maintenant 15 jours. Le 29 octobre. Vous direz aussi que nous avons mis en place, donc, en termes de retour d'expérience, une organisation qu'on essaye de concerter sur les deux territoires du Haut-Rhin. GHT11, c'est autour de Colmar. GHT12, c'est autour de Mulhouse. Donc, avec nos collègues des hôpitaux civils de Colmar et de la Fondation du Diaconat, on a décidé de partager un certain nombre d'informations, de nous organiser de manière globalement similaire et de partager les organisations, les informations, ce que nous avons fait d'ailleurs entière à travers un communiqué de presse commun, de manière à ce que la population, les correspondants et également les patients puissent avoir une vision sur la manière dont nos hôpitaux se sont organisés pour cette période. La suivante, je vais parler maintenant plus spécifiquement de Mulhouse. Je vais laisser d'abord le docteur Noiset en parler sur les urgences. On reviendra ensuite sur la manière dont nous sommes organisés sur le plan structurel, les lits dédiés au Covid, et puis ensuite, je pense que le sujet sera un peu plus médical. Alors peut-être, Monsieur Noiset, je vous laisse parler un peu de l'organisation et de l'activité aux urgences. Oui, merci. Bonjour à tous. Alors, en préambule, mais probablement que c'est la même chose dans vos activités quotidiennes, la situation qu'on constate durant cette deuxième vague n'a pas beaucoup de similitudes avec celle qu'on a connue au mois de mars, si ce n'est la pathologie elle-même. Mais en tous les cas, en termes d'activité, il n'y a pas de comparaison, tant dans l'importance de l'activité que dans la façon dont elle
concerne les organisations des unités du service des urgences. En premier lieu, je voulais vous parler du centre 15 pour vous dire que l'activité qu'on rencontre actuellement au centre 15, contrairement à la première vague, est relativement stable. On gère, comme à notre habitude, à peu près 500 dossiers de régulation médicale par jour, avec parmi ces 500, entre 30 et 70, donc ce qui représente 10 à 15% de notre activité, des dossiers qui vont concerner des sujets en lien avec le Covid. 3 typologies d'appels, soit c'est des patients qui ont besoin d'informations, ils ont fait un test, ils ne savent pas quoi faire, enfin voilà, c'est du conseil. Ça représente à peu près un petit quart de ces appels. La deuxième typologie, c'est des patients qui présentent des gènes symptomatiques, douleurs thoraciques, dyspnée, sans forcément de critères de gravité, et qu'on rassure, qu'on remet dans le chemin de prise en charge conventionnelle, en particulier libérale. Et puis, la troisième partie des patients, c'est ceux qui présentent des critères de gravité, une dégradation d'un état respiratoire notamment, mais également des tableaux digestifs qu'on voit pas mal en ce moment, sur des patients qui sont pour la plupart déjà connus comme étant Covid positifs. Et donc, c'est des patients qui, cette fois-ci, on est plutôt amenés à transporter vers un service d'urgence pour une prise en charge hospitalière. On n'a pas été amené à mettre en place de dispositif spécifique de renfort, étant donné que l'activité est relativement stable, même si on a un dispositif de montée en charge qui est prêt à, on va dire, à l'emploi, fort de l'expérience de la première vague. Et actuellement, on n'a pas non plus été amené à gérer de transferts extra-départementaux. On jongle avec les 2 réanimations du département et on arrive jusqu'alors avec on en reparlera tout à l'heure, avec l'augmentation des capacités, on arrive à gérer cette activité. Côté service d'urgence, depuis le confinement, on constate une baisse d'activité dans sa globalité qui est variable entre 15 et 20%. Et dans cette activité que l'on accueille quotidiennement, on a entre 15 et 60 patients au jour, donc ça monte jusqu'à 40% de notre activité, qui sont des patients qui sont soit suspects Covid, soit Covid avérés et arrivent déjà avec des tests positifs. Dans cette population en particulier, on a un petit nombre de patients qui sont des vrais consultants ambulants, qui sont des patients donc, que je qualifierais de cabinet de médecine générale, qui viennent avec peu de symptomatologie, pour être assurés, pour avoir leur test, enfin voilà, donc qui passent dans notre circuit court. On a un gros lot de patients qui correspond à peu près à 2/3 de l'activité, qui concernent des patients qui ont des tableaux de décompensation respiratoire dont on ne sait pas quand ils arrivent s'ils sont Covid ou pas, et donc on met dans la catégorie suspect Covid, et qui correspondent essentiellement à des pathologies saisonnières, soit des compensations de BPCO, soit des décompensations cardiaques, soit des surinfections pulmonaires. Et enfin, on a évidemment des patients Covid qui, pour la plupart, comme je le disais tout à l'heure, sont déjà testés et sont à leur 7e, 10e jour et présentent une dégradation de leur état respiratoire avec une oxygénodépendance qui nécessite qu'on les garde hospitalisés. Et ça représente, on va dire, 6 à 15 patients maximum par jour. Mais globalement, c'est plutôt entre 6 et 10 patients par jour qu'on hospitalise dans nos services de médecine. Et grande différence par rapport à la première vague, c'est que nous n'avons quasiment aucun tableau de syndrome de détresse respiratoire aiguë qui arrive, comme on les avait constatés, qui arrive avec d'emblée ces tableaux de grande détresse respiratoire. La plupart des patients sont vraiment des patients qui, je pense, ont des surinfections bactériennes sur leur tableau de pneumopathie virale. Et juste pour finir et faire le lien avec ce que Frédéric présentera tout à l'heure, il y a évidemment pour nous, dans le cadre de la prise en charge de ces patients, tant au niveau de la régulation qu'au niveau des urgences, l'intérêt d'un partenariat fort avec la ville pour pouvoir bénéficier à un certain nombre de patients un maintien à domicile
quand ils ont des critères qui sont favorables, quand ils ont une faible dépendance qu'on peut organiser en ville. Il y a il y a un véritable intérêt à remettre en place un dispositif qui permette d'éviter l'occupation de lits d'hospitalisation sans faire prendre de risques aux patients et qui est donc à organiser, à cadrer avec vous. J'en ai fini. Alors, peut-être une petite information quand même sur l'activité telle qu'elle est à ce jour. Donc, aujourd'hui, 12 novembre, nous avons 102 patients Covid dans l'établissement. 18 sont en réanimation, 98 dans les services de médecine pour séjour et nous en avons 4 en service de soins de suite et de réadaptation, donc rééducation fonctionnelle. Nous avons créé des lits de réanimation, ça nous a été demandé par l'ARS pour augmenter le capacitaire, être en capacité de répondre à nos besoins propres, mais également à des transferts d'autres régions. Comme l'a dit le docteur Noiset, pour l'instant, nous n'avons pas accueilli encore de patients d'un autre territoire, d'un autre département, mais nous nous sommes positionnés comme établissement en capacité de recevoir, s'il en était besoin, des patients d'autres départements. C'est pour nous la moindre des choses que nous puissions faire, je dirais, au regard de notre expérience et de la solidarité dont on a bénéficié au printemps. Pour créer des lits de réanimation, nous avons été amenés à réduire progressivement le capacitaire du bloc opératoire, puisque armer des lits de réanimation nécessite d'avoir du personnel supplémentaire compétent dans certaines prises en charge. Donc nous avons créé 4 lits de réanimation au 2 novembre. Pour passer à 40 lits et nous avons ouvert 4 lits supplémentaires ce matin, ce qui fait qu'au GHR, nous avons actuellement sur le site de Mulhouse 44 lits de réanimation au lieu des 36 habituels, ce qui signifie aussi que nous sommes obligés de réduire en partie ou en tout cas de retarder certaines prises en charge non urgentes. Nous gardons bien entendu la chirurgie d'urgence, la chirurgie carcinologique et la chirurgie ambulatoire dont on a renforcé le potentiel sur le site d'Alkirch de façon à ne pas déprogrammer de manière intensive tout ce qui peut être géré parallèlement sur le site de Mulhouse ou sur le site d'Alkirch. 44 lits de réa, nous avons par ailleurs 81 lits de médecine Covid qui sont déployés dans plusieurs services. Comme lors de la première vague, le service de médecine interne, le service de pneumologie, la néphrologie, la cardiologie. Nous avons ouvert également cette semaine 13 lits de gériatrie Covid et nous avons également des lits dédiés Covid sur le site d'Alkirch. Voilà globalement ce qu'on peut peut-être dire sur l'activité à ce jour. La vague n'est bien entendu pas celle du printemps. Par contre, on peut néanmoins dire que nous avons une centaine de patients hospitalisés dans l'établissement et que chaque jour, le nombre de ces patients, même si les profils sont peut-être un petit peu différents, poursuit sa courbe d'augmentation. Pour l'instant, au niveau de la réanimation, on est encore en capacité d'absorber à la fois les patients non Covid, bien entendu, mais également des patients Covid. Donc voilà globalement un peu l'organisation de l'établissement. Vous dire également que nous travaillons avec les collègues du territoire pour assurer, je dirais, la fluidité des parcours, les établissements de réadaptation qui sont sur le sud Alsace, l'HAD, et puis c'est un peu l'objet de la réunion ce soir, tous les partenaires libéraux qui peuvent intervenir à un moment ou à un autre de la chaîne de prise en charge de ces patients. Il y a encore une diapositive, oui. Peut-être quelques informations aussi très pratico-pratiques. Je n'ai pas souhaité mettre trop d'informations. Vous les retrouvez sur nos réseaux sociaux ou sur le site internet du GHR. Simplement, peut-être pour être plus pratico-pratique, la cellule d'appui à la gestion de l'épidémie pour les EHPAD, donc qui est organisée par les secteurs de gériatrie et fonctionnelle. Vous avez sur l'écran son numéro de téléphone.
le référent est le docteur Passadori. Le centre de prélèvement sur rendez-vous pour le dépistage, les tests PCR, fonctionne également tous les jours de la semaine. Et nous avons réactivé un dispositif que nous avions mis en place la précédente fois, à savoir une ligne d'écoute. Alors ici, il est marqué les familles, mais c'est également les patients ou l'entourage proche des patients atteints de Covid. Donc c'est une ligne d'écoute qui a été organisée et qui est opérationnelle dans nos services de psychiatrie. Vous pouvez joindre des psychiatres ou des psychologues. Il est prévu également, pour ceux qui sont concernés, une réunion avec les médecins coordonnateurs d'EHPAD qui aura lieu le 20 novembre, donc la semaine prochaine. Là, encore une fois, le but, c'est de travailler avec nos collègues des secteurs médico-sociaux, EHPAD publics ou EHPAD privés, pour définir aussi les conduites à tenir dans des situations qui pourraient être un petit peu complexes. Découverte de cas contacts, découverte de cas Covid, réorientation ou non vers l'hôpital. Donc là aussi, le référent, le pôle de gériatrie, en l'occurrence le docteur Passadori. Oui. Bien, je vais faire un petit retour un petit peu sur le service de réanimation. Effectivement, comme vous disiez au départ, le docteur Noisé, nous ne sommes pas du tout dans la même configuration que lors de la première vague. Aujourd'hui, il y a 18 patients au sein des services de réanimation, notamment il y a 14 patients en réanimation médicale. Donc, vous avez des patients Covid et des patients dits non Covid. Alors, pour ce qui a pu se faire au cours, je dirais, de cet été, avec l'arrivée des nouvelles publications, effectivement, les patients, prioritairement pour ceux qui ne sont pas en détresse respiratoire majeure, qui n'ont pas besoin de ventilation invasive, on arrive à les faire bénéficier de ce qu'on appelle l'oxygénothérapie nasale de haut débit, ce qu'on appelle l'Optiflow. Et puis, pour ceux qui tolèrent très bien l'Optiflow, on continue quelque part à poursuivre ce moyen thérapeutique. Et quand les patients sont plus en état de pouvoir supporter l'Optiflow, on passe à la ventilation mécanique invasive. Donc là aussi, il y a eu un gros changement par rapport à la prise en charge de ces patients à travers les différentes publications. Je pense que vous avez aussi pu le lire. Sur la thérapeutique, aujourd'hui, effectivement, il n'y a pas de traitement encore validé. Il y a des essais qui sont toujours en cours. On participe à l'étude Discovery. On a pu inclure aujourd'hui une vingtaine de patients. Et comme vous savez aussi, peut-être vous avez pu prendre connaissance dans la littérature qu'il y a des essais négatifs des médicaments qui ont été retirés de ces différents bras. Aujourd'hui, il y a un seul médicament qui s'appelle le Remdesivir qui fait toujours partie de ces traitements qui sont en cours d'investigation. Et on espère en tout cas prochainement, avec maintenant une augmentation du nombre de patients qui ont été recrutés, plus de 1000 patients avec des patients, essentiellement des patients français, mais aussi des patients européens, à pouvoir dire finalement si ce traitement est discriminant ou pas, s'il y a une différence entre le bras traité ou non traité. Par contre, ce qui a changé depuis la publication de fin juin, c'est la corticothérapie, qui notamment l'étude Recovery, qui est étudiée avec la dexamethasone, 6 mg par jour pendant 10 jours. Donc aujourd'hui, ce traitement en tout cas est instauré rapidement chez les patients dès qu'ils sont en réanimation, si le traitement n'a pas été instauré pour ceux qui ont besoin d'une oxygénothérapie. Autre chose aussi qui a changé, c'est notamment la mise en place d'un traitement d'anticoagulation. Ça, c'est quelque chose aujourd'hui qui fait partie de notre traitement à visée curative. Et on espère là maintenant, avec les nouvelles études qui sont en cours, pouvoir en tout cas proposer de nouvelles lignes thérapeutiques qui sont en cours d'exploration. Il y a aussi un autre essai auquel l'établissement participe, c'est la perfusion du plasma frais congelé, notamment chez les patients qui ont une PCR positive et qui n'ont pas la possibilité de fabriquer des anticorps. Donc ça se fait avec l'équipe parisienne du professeur Karim Lacombe, et c'est à la suite donc, de RCP qu'on va valider ou pas ces lignes thérapeutiques. Voilà un petit peu la cartographie des patients qui sont en réanimation, une cartographie différente par rapport à la première vague, et on espère en tout cas dans les prochains jours, avec tout ce qui a été mis en place ces derniers temps, j'espère en tout cas avoir une infection de la courbe ou une stabilisation, mais on reste très prudent par rapport à tout ça. Et la chose qui marche vraiment très très bien, c'est le respect des mesures barrières, notamment l'hygiène des mains, le port du masque et la distanciation physique. C'est ce qui a protégé, en tout cas je pense pour nous, notre équipe, et ce sont les mesures qu'il faut continuer en tout cas à prôner. Voilà le retour par rapport aux services de réanimation.
Merci beaucoup. Juste pour les auditeurs de la webconférence, vous avez un petit bouton questions-réponses qui se trouve au bas de votre écran et que vous pouvez utiliser si vous le souhaitez pour poser des questions. Les intervenants pourront éventuellement y répondre. Dans la mesure de nos possibilités, on essaiera d'y répondre en direct, sinon elles seront répondues ultérieurement. Alors, je vous propose de continuer sur le point sur la situation en ville cette fois-ci, toujours dans le sud Alsace. Nous allons nous partager la parole avec Monsieur Pierre Lespinasse, délégué territorial de l'ARS. Je vous laisse peut-être la parole, Monsieur Lespinasse, sur déjà les taux d'incidence dans notre territoire. Votre micro est coupé. Il n'y a pas de souci. Désolé. Bonjour à toutes et à tous. Merci de l'invitation et surtout merci de l'initiative. S'il fallait illustrer l'intérêt d'une CPTS, eh ben on en a ce soir un bel exemple d'initiative et de coordination entre les professionnels de santé sur un territoire. Sur les taux d'incidence, donc vous avez à l'écran en haut à droite la dernière courbe en semaine calendaire, donc sur la semaine 45, c'était la semaine dernière. Le taux d'incidence du département est à 444 et le taux d'incidence de la communauté d'agglomération de Mulhouse à 462. Alors, ça montre, s'il y en avait besoin, que c'est bien dans les métropoles, dans les secteurs urbains, avec la promiscuité et proximité, que le taux d'incidence et la contagion galopent la plus vite. On voit qu'à un moment donné, le taux du département a un petit peu dépassé celui de la métropole, mais que maintenant, c'est le contraire. Sur ce taux d'incidence, donc je rappelle ce que ça veut dire, hein, 444, c'est 444 nouveaux cas sur les 7 derniers jours. Donc là, c'est en semaine, mais sinon, c'est calculé sur les 7 derniers jours courants. Je vais vous donner quelques chiffres sur ces 7 derniers jours courants aussi. Pour 100 000 habitants. Donc, c'est rapporté à 100 000 habitants pour que ça puisse être comparable. Et en épidémiologie, on considère qu'à partir d'un taux de 50, le virus circule dans la population générale de manière globale partout. Donc, vous voyez qu'on en est très loin. Donc, la moyenne du Grand Est est un petit peu en dessous de ce qui se passe dans le département. On a mis, nous, beaucoup de temps à rattraper, même si ce n'est pas une course et qu'on était bien content d'être en dessous, de rattraper la courbe départementale et française. Et depuis 4-5 jours, notre taux d'incidence oscille autour de 450. Il semblerait que dans le département, on soit sur un plateau, alors qu'en France et dans le Grand Est, ça a diminué, mais c'est monté plus haut. Ça a redescendu et donc là, on est à peu près au niveau du Grand Est et de la France. Et il semblerait qu'on soit sur un plateau sur le département. Ce soir, le taux d'incidence publié, il est inférieur à 440, mais un taux d'incidence sur une journée n'a pas beaucoup de signification. Il faut attendre plusieurs jours. Donc, si on est bien sur un plateau, c'est l'effet du confinement, la réduction des interactions sociales, les gestes barrières qui sont, comme le rappelait le docteur tout à l'heure, qui sont absolument indispensables et qui sont actuellement le seul moyen de prévention. Un petit mot sur le nombre de tests et le taux de positivité. Dans le département, on fait entre 20 et 25 000 tests par semaine. Ce qui est beaucoup, on est au-dessus de la moyenne régionale et malgré cette quantité, à quelques exceptions près, parce que tout le monde a auprès de lui un exemple où ça n'a pas marché, ou plusieurs exemples, mais de manière globale, on arrive à avoir un rendez-vous assez rapidement dans la journée, surtout pour les personnes qui ont une ordonnance et qui sont symptomatiques, enfin en tout cas envoyées par les médecins avec une ordonnance. Et les résultats arrivent maximum 24 heures. Il y a eu quelques exceptions à 36 heures sur des périodes un peu de bouchons, on va dire, dans les laboratoires. Mais ce niveau de dépistage est absolument indispensable pour avoir une vision bien claire et statistiquement et épidémiologiquement correcte. Le taux de positivité dans le département, il est actuellement autour de 18%. C'est-à-dire que 18% des personnes testées sont positives. Par contre, dans l'agglo de Mulhouse, et c'est lié avec le taux d'incidence, il est à 20%.
Donc, on voit bien que c'est bien dans l'agglo de Mulhouse que ça circule le plus. Sur la diapo que vient de vous projeter le docteur Trinizewski, ce qu'il faut surtout retenir, ce sont les tranches d'âge en haut à droite. Depuis le mois de septembre, c'est la tranche d'âge des 20-29 ans qui s'est le plus développée. On en a beaucoup discuté sur la contamination chez les jeunes. Alors, il y a eu beaucoup de débats que je ne relancerai pas, mais on va dire sur le comportement social, sans que ce soit péjoratif, des jeunes. Il est à 720, alors il est à peu près stable depuis une semaine, mais il est très élevé et nous surveillons de très près l'augmentation des autres taux d'incidence par tranche d'âge. Et il se trouve que depuis une semaine, les tranches d'âge des personnes les plus âgées, ça a vraiment augmenté. On est resté longtemps en dessous de 100 et même en dessous de 50 pour les plus de 80 ans. Et donc là, maintenant, on est à 330, vous voyez, pour les plus de 80 ans. Et plus les courbes de droite, enfin les bâtons de droite augmentent, plus il y a de risques de complications et d'admission des patients vers le secteur sanitaire ou ambulatoire, hein, peu importe, mais une prise en charge médicale. Donc, en gros, sur les tranches d'âge, ça a l'air de se stabiliser chez les 20-29 ans. Par contre, ça a augmenté dans les tranches d'âge les plus âgés et chez les plus petits également. Mais chez les plus petits, ce sont essentiellement des transmissions intrafamiliales. Donc voilà, je ne sais pas s'il y avait une autre diapositive, mais en gros… Non, voilà. c'était tout, Monsieur Lespinasse. Merci beaucoup sur ce point-là. Je vais revenir juste quelques secondes en arrière, juste pour vous montrer l'activité SOS Médecins 68 depuis le début de la première vague, les lignes horizontales étant les pourcentages. Et vous voyez qu'on avait atteint au premier pic 90% de l'activité SOS Médecins qui était concentrée sur de la pathologie Covid, alors que là, actuellement, nous avons des taux qui sont autour de 20%, ce qui correspond exactement au discours que tenaient tout à l'heure les représentants, le docteur Noiset, le représentant des urgences, puisqu'ils ont à peu près la même situation, et c'est sans doute ce que remarque la majorité des médecins que j'ai interrogés dans notre secteur, c'est que l'activité, elle est nettement moindre. Nous avons beaucoup de cas positifs, mais c'est peu de cas symptomatiques, des cas moins symptomatiques que lors de la première vague et sans doute moins grave. Donc, on le voit bien sur cette courbe-là. Sur la deuxième diapositive, le taux d'incidence que vous voyez dans le graphique en bas à gauche, lui correspond au taux d'incidence chez les personnes de plus de 65 ans. Donc, c'est comparable au graphique de la courbe que vous voyez avant en haut à droite, mais cette fois-ci, c'est les taux d'incidence sur les personnes âgées. Et vous remarquez que sur l'agglomération mulhousienne, le taux d'incidence chez les personnes âgées est un peu plus faible que le taux d'incidence chez ces personnes de plus de 65 ans sur le Haut-Rhin. Il est d'ailleurs plus faible qu'en France, sans doute que notre secteur, ayant été plus touché lors de la première vague, a sans doute été, les personnes sont sans doute beaucoup plus attentives à cette situation-là pour ce qui est des personnes âgées, plus de 65 ans. Oui, allez-y. Je voulais juste faire une petite précision qui est importante, c'est qu'il semblerait qu'on soit sur un plateau, on va l'espérer, donc normalement après un plateau, ça redescend, mais il ne faut jamais oublier qu'il y a un décalage entre le taux d'incidence et le passage dans le pic hospitalier et le pic sanitaire. Il y a en général une quinzaine de jours entre le pic d'incidence et donc de diffusion de la maladie et ensuite le pic hospitalier. Donc, il faut continuer à être méfiant, à préparer la suite, en restant optimiste, mais en faisant attention et en se disant qu'il peut y avoir encore des transferts de patients vers l'hôpital. Voilà, sur la partie point de situation, nous en arrivons au bout. Comme l'a dit tout à l'heure le docteur Noiset, l'idée de cette webconférence était aussi de réactiver les dispositifs de suivi à domicile des patients atteints de Covid pour faciliter leur prise en charge et diminuer autant que faire se peut l'arrivée de ces patients au niveau des services d'urgence et les hospitalisations en services conventionnels. Bien entendu, loin de la médecine de ville de vouloir
éviter les hospitalisations en réanimation. Ce n'est pas son métier, mais il est possible de prendre en charge probablement des patients, et ça a été très bien fait par l'ensemble de la médecine de ville lors de la première vague, et ça a été fait en collaboration avec les infirmières, et je leur laisserai la parole dans quelques minutes pour inciter leurs collègues et les kinésithérapeutes à rentrer dans ce à re-rentrer dans ce dispositif de suivi des patients. Je vous ai mis là à l'écran les recommandations de la HAS qui viennent de sortir sur les critères de prise en charge à domicile des patients, avec les critères qui sont là à l'écran. Je ne vais pas tout lire parce que sinon on va y passer très très longtemps. Ce serait un peu long. Simplement, vous voyez qu'il y a par rapport à la première vague, cette fois-ci, des critères qui ont apparu et qui permettent de prendre en charge des patients à domicile qui sont symptomatiques, mais peu symptomatiques, mais un peu plus quand même que ce qu'on avait comme condition la première fois, et de les prendre éventuellement en charge avec une hospitalisation à domicile. Avec une oxygénothérapie à domicile. Dans les critères, il y a bien sûr des exclusions comme dans la première vague, ce sont les mêmes, et c'est toujours les patients ayant des comorbidités qui, ceux-là, sont totalement exclus. Il est possible de garder des patients à la maison et de mettre une surveillance infirmière et de mettre en place une oxygénothérapie éventuellement à domicile. La HAS précise des critères d'éligibilité et je pensais que ça, c'était très important de les spécifier ce soir parce qu'ils sont de deux ordres, soit liés à l'environnement du patient. Donc, il faut que le domicile soit en capacité d'accueillir ce patient de manière salubre et bien sûr un domicile fixe, avec un tiers accompagnant 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, un accès téléphonique à moins de 30 minutes de l'hôpital et un isolement possible en chambre seule. Vous voyez que notre secteur, l'agglomération mulhousienne, se prête plutôt bien, au moins pour les critères d'accessibilité aux services hospitaliers. Il y a également des critères liés aux patients. Ces critères liés aux patients sont l'autonomie du patient, l'absence de signes de gravité, bien sûr, et l'absence de signes d'exclusion, dont je vais parler dans quelques secondes. Alors, il y en a aussi de nouveau toute une liste, mais il existe deux types de critères d'exclusion pour pouvoir maintenir ces patients à domicile. C'est des critères majeurs. Un seul critère est suffisant pour ne pas maintenir un patient à domicile. Le premier, c'est bien entendu le refus du patient ou de son entourage. Ensuite, vous voyez que c'est logique, la présence de quelqu'un étant un critère d'inclusion, son absence est un critère d'exclusion. Le logement, pareil. La dépendance à l'oxygène supérieure à 4 litres, c'est un critère d'exclusion qui a été édicté par la HAS et qui correspond bien aux capacités de ce qui est faisable à domicile avec des extracteurs mobiles sans bouteille d'oxygène. Après, il y a bien entendu les pathologies chroniques qui reprennent la liste que nous avions vue auparavant et que nous connaissons déjà de la première vague, l'obésité morbide, la suspicion d'embolie pulmonaire et la grossesse. Après, il y a des critères mineurs. Ces critères mineurs, pour être considérés comme des critères d'exclusion, il faut que le patient bénéficie de deux de ces critères simultanément. Vous les avez à l'écran. Et donc, à partir du moment où il y a une association de deux critères, le patient ne peut pas bénéficier d'un suivi pluriprofessionnel à domicile. Concernant les modalités de prise en charge et les modalités d'oxygénothérapie à domicile, la HAS nous indique la prise en charge thérapeutique suggérée et conseillée et les modalités de suivi. Concernant la prise en charge thérapeutique, il s'agit de mise sous oxygène à 2 ou à 3 litres, entre 0 et 4 litres, afin de maintenir une saturation supérieure ou égale à 92-94%. Une prescription de paracétamol, mais ça c'est bien connu. Une anticoagulation préventive des patients alités sous oxygène, contrairement aux autres patients Covid qui ne seraient pas sous oxygène et pas alités, qui n'ont pas une obligation d'anticoagulation préventive. L'antibiothérapie est indiquée uniquement s'il y a un foyer bactérien documenté.
qui peut d'ailleurs être documenté par un bilan biologique et une CRP ou par des signes cliniques de foyer infectieux. Et la HAS préconise une corticothérapie dans sa dernière recommandation à la dose de 40 mg par jour pendant 5 à 10 jours. Peut-être que le docteur Moutien pourra dire un petit mot juste après sur ces éléments-là. Concernant le suivi pluriprofessionnel à domicile, la HAS nous rappelle qu'il faut un passage d'un professionnel au minimum 2 fois, voire 3 fois par jour au chevet du patient, que ce soit le médecin, un infirmier ou un kinésithérapeute. Systématiquement, il est nécessaire de surveiller la fréquence respiratoire, la tension artérielle, la glycémie capillaire, notamment en cas de corticothérapie, et la saturation en oxygène des patients. Ce travail a été fait de façon très efficace avec un groupe d'infirmières sur la première vague. Et ce groupe d'infirmières se propose de relancer cette tournée Covid pour redémarrer la prise en charge des patients. Je vous parle juste encore des critères qui nécessitent un contact avec l'unité d'hospitalisation de référence ou le SAMU de manière immédiate pour réévaluer la nécessité d'hospitalisation. Il s'agit de recourir à des débits d'oxygène supérieurs à 3 litres avec une désaturation rapide ou des débits supérieurs à 4 litres. Là, l'appel du 15 est immédiat. La désaturation inférieure à 90 à 2 prises consécutives, un appel du 15 est immédiat. L'apparition de complications, quelles qu'elles soient, la non-amélioration du patient après 72 heures ou une décision du médecin traitant, du médecin généraliste ou du médecin suivant le patient. À tout moment, le médecin reste maître d'œuvre et peut à tout moment décider que ce patient n'a plus rien à faire à domicile. Alors, nous avions mis en place un outil qui s'appelle Entracte et qui permet 2 choses, et je vais laisser la parole tout de suite à Myriam après ça, qui permet 2 choses. D'une, au médecin de ville de solliciter une infirmière ou un kiné pour prendre en charge des patients en soins Covid et en surveillance Covid pluridisciplinaire, mais également, l'outil permet au centre 15 de solliciter un médecin pour une évaluation Covid à domicile. Je vous explique dans 2 secondes. Je laisse la parole à Myriam pour qu'elle fasse un appel à ses collègues et aux kinés pour entrer dans le dispositif de suivi pluriprofessionnel des patients appelé chez nous sur l'agglomération la tournée Covid. Myriam, si vous voulez bien. Oui, bonsoir. Donc, je me présente, je suis Myriam Boukechem, infirmière libérale sur le secteur de Boursuillères. Donc, suite à un échange avec vous, docteur Trinizeski, vous m'avez contacté la semaine dernière pour qu'on puisse discuter de cette tournée Covid, parce que lors de la pandémie, le début de la pandémie, sur Mulhouse, on a pris l'initiative en collaboration avec d'autres cabinets d'infirmiers libéraux d'ouvrir une tournée Covid. Donc, cette tournée Covid, on réunissait des patients qui étaient Covid positifs avec ou sans oxygène à domicile et on faisait des passages, on avait des passages 2 fois par jour au domicile. Cette gestion s'est faite avec SOS médecins, les médecins traitants, la régulation du SAMU. Les surveillances étaient, comme vous l'expliquiez tout à l'heure, les surveillances des paramètres, les surveillances cliniques des patients. Et voilà. Donc forcément, aujourd'hui, je vous demande de venir nous rejoindre dans cette tournée Covid. Je sais que ça va demander beaucoup de travail à chacun d'entre nous, mais donc pour pallier un peu à la demande qui risque d'être forte et pour qu'on puisse diminuer le travail fourni de chacun et chacune, l'investissement personnel, psychologique et moral, aujourd'hui, je lance vraiment un appel pour qu'un maximum de personnes se joignent à nous. Donc, pour vous donner un peu une idée sur Mulhouse, pour le moment, on serait entre 3 à 5 volontaires, sachant que si nous sommes 5, ça représente à peu près 6 jours par mois. Et pour donner un autre exemple, mes collègues de Kingersheim, elles, aujourd'hui, ont réussi à réunir 10 infirmières, ce qui représente pour elles 3 jours par mois. Donc, après, on en rediscutera, on verra ensemble jusqu'à quand on doit pouvoir organiser cette tournée. Mais pour le moment, c'est sûr qu'il faudrait qu'on puisse avoir une trame jusqu'à au moins fin du mois. Forcément, plusieurs options peuvent être envisageables et discutées entre nous.
mais ça dépendra du nombre de volontaires, que ce soit en tant qu'infirmier ou en tant que kiné. Si vous avez des idées, vraiment, n'hésitez pas à me contacter et à revenir vers moi, qu'on puisse en discuter un petit peu tous ensemble. Voilà, donc si jamais mon numéro de téléphone, c'est le 06 03 58 30 97. Donc, je répète, le 06 03 58 30 97. Et je me dis qu'aujourd'hui, on est à peu près une centaine et que si seulement 10% me contactent, ça serait déjà génial. Merci beaucoup. Merci beaucoup Myriam pour cet appel et je voulais juste faire un retour d'expérience puisque sur la première vague, ça a vraiment permis de prendre en charge de très nombreux patients et ça a été extrêmement efficace. Alors, le principe est très simple. Vous avez là sur votre écran un outil de QR code qui vous permet de télécharger directement l'application Entracte qui est disponible sur smartphone, iPhone ou Android. L'idée étant que sur cette application, une fois qu'on y est inscrit avec sa profession, nous avons accès automatiquement à la sollicitation d'intervenants sur notre territoire. Donc, pour les médecins, de solliciter des infirmières ou des kinés, pour les kinés, d'accepter les sollicitations des médecins. Et, également, je le redis, le Centre 15 peut solliciter les médecins également directement pour des évaluations de patients Covid à domicile et pour mettre en route cette prise en charge à domicile. Donc, l'outil permet de solliciter les ressources, d'informer en temps réel de la prise en compte de cette ressource, du patient par cette ressource, de l'acceptation de la prise en charge et après d'assurer le suivi avec des retours d'information au moment des passages des partenaires, infirmières ou kinés sur le terrain. L'idée n'est pas de révolutionner les choses, chacun a son réseau, chacun fonctionne déjà avec ses infirmières, avec ses kinés, de son secteur, de son petit quartier, ça fonctionne, continuez, faites-le, c'est très bien et si vous arrivez à vous organiser localement, c'est parfait. L'intérêt, comme le disait Myriam tout à l'heure, de cette tournée, c'est que ça a permis de diminuer la pression sur chacun des intervenants, en particulier sur les tournées de ces patients qui sont quand même des patients lourds, pour lesquels il faut à chaque fois un équipement, etc. C'est plus simple pour les infirmières de tourner moins souvent, mais de faire que ces patients-là pendant une tournée dédiée. Voilà pourquoi elle lance cet appel et je crois qu'il y a une vraie carte à jouer sur ce sujet-là. Voilà, pour ce qui est du diaporama, c'est terminé. Je voulais redonner peut-être… le GHRMSA veut intervenir, n'hésitez pas à mettre votre micro si vous voulez intervenir et remettre votre caméra. Oui, Frédéric, je voulais juste dire deux choses. La première, c'est que saluer la réussite de cette tournée Covid lors de la première vague, qui nous avait été vraiment très, très utile pour avoir… non seulement cette évaluation pluriquotidienne de ces patients, et ça a permis véritablement de jongler au plus près des besoins des patients et d'éviter de faire prendre des risques à des patients pour lesquels on n'aurait pas eu d'évaluation fiable. Et il y a véritablement je dirais des dialogues pluriquotidiens qui s'étaient mis en place avec cette tournée, où on nous appelait pour avoir l'avis sur la conduite à tenir, etc. Et ça avait été véritablement très, très efficace. Donc voilà, je voulais véritablement le saluer. Et la deuxième chose par rapport à Entracte, dire que c'était également un dispositif que tu as largement, pour lequel tu as largement milité pour qu'il se mette en place dans l'urgence et qui, pour nous, était de la même façon important parce que c'est pas toujours simple d'arriver à mobiliser pour un patient qui n'a pas de médecin traitant ou le médecin traitant n'était pas forcément disponible ou joignable, d'arriver à mobiliser une ressource médicale à ses côtés, alors pas dans l'urgence immédiate, mais dans un délai relativement court, et ça a évité de transporter ces patients aux urgences qui, pour la plupart du temps, ne se retrouvaient pas transportés. Enfin, je veux dire, à chaque fois qu'on a un médecin qui est allé sur place, on s'est rendu compte que finalement, ça a permis de maintenir le patient dans de bonnes conditions à domicile. Donc, c'est véritablement quelque chose qui est, enfin, je veux dire, c'est les yeux et les mains pour la régulation qui nous manquent crucialement un certain nombre de fois, sans qu'on en fasse un usage évidemment exagéré. Le but, c'est de pas faire c'est pas de remplacer le médecin traitant évidemment, et c'est pas non plus de générer de la visite à tout va. Hein.
Et d'ailleurs, depuis, on arrive de temps en temps encore à organiser des visites parce que certains médecins sont restés dans le dispositif et le dispositif est resté ouvert. Donc, on arrive à mobiliser certains médecins sur des situations très particulières où il est compliqué de déplacer le patient. Et je pense que ça doit véritablement être un outil qui doit rester dans l'arsenal du territoire pour avoir le meilleur chemin possible du patient en fonction de son état. Moi, j'avais juste… Frédéric? Oui, oui. Par contre, on ne vous voit plus. Hein. On ne voit plus votre caméra, mais ce n'est pas très grave, mais on ne vous voit plus pour info. Mais allez-y, c'est Dr Moutien qui parle. Donc, allez-y. Oui, tout à fait. C'est vrai que tu as présenté sur une des diapos, on parlait de la pression artérielle systolique moins de 90. Effectivement, c'est ce qui figure dans le document de l'HAS. Il faut aussi prendre en considération des patients qui sont hyperattendus, qui ont une tension artérielle habituelle au-delà. Et si la tension artérielle chute de plus de 40 mm de mercure au niveau de la pression systolique, ça aussi, ça peut être un élément, en tout cas, qu'on doit prendre en compte. Je pense que ça, c'est important. Il ne faut pas attendre qu'ils descendent en dessous de 90, ces patients-là. Sur le CRP, pardon, la cinétique de la CRP peut aussi être un marqueur assez intéressant. On sait que l'augmentation de la CRP peut être aussi un critère de sévérité. Ça veut dire qu'on ne contrôle pas la situation. Ça aussi, c'est donc élément majeur à prendre en compte. La surveillance, je pense que vous le savez maintenant, J6, J12, il faut être très attentif par rapport à ça, à toute cette réaction inflammatoire. Et pour l'antibiothérapie, effectivement, ce traitement n'est pas systématique, à évaluer chaque fois les patients, la dégradation, l'évolution de la pathologie, et puis d'autres marqueurs qui vont, en tout cas, vous amener à prescrire un antibiotique, notamment l'augmentin en ville chez ces patients-là. Merci beaucoup, Dr Moutien, pour ce complément. Je propose maintenant, il y a eu beaucoup de questions sur les tests antigéniques. Alors peut-être, Monsieur Lespinasse, si vous êtes encore là, peut-être parler un petit peu des tests antigéniques, ou alors, comme vous voulez, ou je laisse la parole à Madame Osnel sur le sujet. Mais, si… Madame Osnel, elle prendra la parole, elle sera beaucoup plus… Moi, je voulais juste quand même… Il y a des questions liées aux politiques de tests antigéniques et aux politiques de tests PCR. Donc, je vais essayer de répondre d'abord à ces questions de manière générale. Et si je dis des bêtises où il y a besoin de précision, Madame Osnel pourra préciser. Et puis, mes collègues de l'ARS qui sont en ligne pourront également, sur le chat, me reprendre ou préciser. Alors oui, en effet, il y a une remarque sur le chat. Les tests PCR sont accessibles à tous gratuitement, autant qu'on veut. Non, il n'y a pas de contrôle. C'est un choix qui a été fait, qui a des avantages, qui a des inconvénients. Ça a au moins un avantage, c'est que ça permet d'avoir le plus possible de gens qui se font tester. Alors, il y a des gens qui viennent se faire tester 3 fois par semaine ou 4 fois par semaine. Les laboratoires ne peuvent pas les refuser, le système ne le permet pas. La seule chose qui est faite, c'est que les laboratoires mettent en place des systèmes de priorité pour que les personnes qui sont symptomatiques et qui viennent avec des ordonnances, en tout cas les personnes qui viennent avec des ordonnances par les médecins, soient prioritaires et coupent les fils pour aller beaucoup plus vite. Et ils le font aussi pour les analyses, c'est-à-dire qu'ils permettent aux personnes avec ordonnance de passer plus vite au prélèvement, puis ensuite dans les machines. S'il n'y a pas assez de place dans les machines pour analyser tout en même temps, ils font passer en premier les patients que vous avez envoyés. Pour les tests antigéniques, l'HAS a donné ses recommandations. Alors, c'est fait pour les symptomatiques et les asymptomatiques. Mais la priorité, c'est bien de le faire sur des patients symptomatiques de moins de 65 ans. Quelqu'un a répondu sur le chat sur la question. Et avec des symptômes datant de moins de 4 jours. Ça, c'est la recommandation. Et pour tous les professionnels de santé, habilités à faire les prélèvements et la lecture du test TROD qui va avec, on demande à ce que ce soit fait sur des patients symptomatiques de moins de 65 ans avec des symptômes de moins de 4 jours. Les pharmaciens, les infirmiers, les médecins qui souhaitent développer le test TROD peuvent s'appuyer sur les recommandations de la HAS pour faire ces tests. Il y a des conditions réglementaires dans lesquelles qu'il faut respecter pour assurer les prélèvements.
je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a besoin d'arrêtés préfectoraux en fonction de certaines conditions pour créer des lieux de prélèvement, puisque les prélèvements PCR et antigéniques sont exactement les mêmes. Les tests antigéniques, chaque professionnel de santé qui est en mesure de les faire, de les lire, s'approvisionne directement auprès de leur fournisseur habituel. Il y a le kit complet qui va avec. Je rappelle que seuls les infirmiers, les pharmaciens et les médecins sont habilités à assurer la lecture du résultat du TROD. Et derrière, à partir de la semaine prochaine, il faudra, quand le système d'information SIDEP, qui est utilisé actuellement par les biologistes, sera ouvert aux autres professionnels de santé, il faudra aussi intégrer les résultats dans SIDEP pour que l'intégralité des personnes testées, positives ou négatives, soit enregistrée pour compléter le taux de positivité et surtout derrière pour enclencher le contact tracing à partir des personnes qui sont positives. Donc, voilà ce que je peux dire sur les tests. J'étais en train de lire le chat en même temps. Oui, peut-être juste la dernière remarque sur le fait que des patients asymptomatiques soient testés de façon large. Il faut peut-être rappeler juste les critères, Monsieur Lespinasse, si vous voulez bien. Les critères, on peut tester les asymptomatiques et les symptomatiques de moins de 65 ans avec des symptômes de moins de 4 jours. Et on préconise, nous, que ce soit d'abord et avant tout les symptomatiques qui soient traités, mais sauf si je me trompe, rien n'interdit de tester des asymptomatiques. Madame Osnel, pharmacienne, représentante de l'URPS pharmacien, peut-être vous pouvez intervenir à ce niveau-là. Sylvie, tu veux parler ? Oui, bonsoir à tous. Par rapport aux critères pour les asymptomatiques, on le réserve quand même aux personnes qui n'ont pas de pathologie grave, hein, enfin même s'il y a des symptômes ou pas de symptômes. C'est quand même réservé à des personnes qui n'ont pas qui ne sont pas cas contact aussi et qui n'ont pas de pathologie grave. On est en train d'éditer une liste des pharmacies sur Mulhouse qui effectuent les tests, puisque pas mal de nos confrères ne font pas et ne savent pas vers qui orienter. Donc, je ne sais pas si ça intéresse les médecins de savoir quelle pharmacie fait les tests. Quoi dire d'autre? Ben oui, effectivement, on est un peu bloqué avec le SIDEP qui ne nous est pas ouvert. Donc, on utilise une adresse sécurisée pour transmettre le résultat positif. Dans mon cas, puisque je le fais, on en a fait une quarantaine et on a eu 2 cas positifs de gens sans symptômes, par contre, mais positifs. Pour les tests, j'ai rien d'autre à dire. Je voulais juste revenir peut-être un petit peu sur les masques. On délivre à la semaine parce que nos grossistes n'ont pratiquement plus de stock, hein, donc on va être à court de masques chirurgicaux. Par contre, on a pléthore de masques FFP2, donc si jamais voilà, les professionnels de santé ont besoin de masques FFP2, il n'y a pas de souci. Les chirurgicaux, du coup, on délivre par semaine et on les a au compte-gouttes. Alors, je ne sais pas du tout ce qu'il en est sur notre approvisionnement futur. Je ne sais pas si M. Lespinasse a des infos concernant nos livraisons de masques. Et après, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, par rapport à l'absence de médecins traitants, si jamais, puisque le Grand Est a donné une aide pour l'acquisition du matériel, il y a un certain nombre de pharmacies, dont je ne connais pas le nombre, qui ont possibilité donc, de faire une téléconsultation Covid à la pharmacie si jamais il n'y avait pas de médecin traitant déclaré. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour cette intervention. Voilà, je pense que nous avons du coup fait le tour du sujet pour ce soir. On est dans les temps. Nous avions prévu 20h30, 21h30. Il est 21h24. Donc, a priori, il n'y a plus de questions qui viennent sur le chat. Nous avons atteint ce soir le maximum de personnes qui ont la possibilité de se connecter, puisque c'est possible que pour 100 personnes maximum, et nous l'avons atteint. Si des personnes ont essayé de se connecter,
connectés, faites passer et vous l'entendez autour de vous, faites passer le message que cette vidéo et cette soirée sera rediffusée dès demain sur la chaîne YouTube de la CPTS Mulhouse Agglomération pour être revue pour toutes les personnes qui n'auraient malheureusement pas pu se connecter ce soir. Donc, je vous remercie tous d'avoir participé. Je remercie surtout le GHRMSA qui a été à l'initiative également. C'est une co-initiative, donc à l'initiative de cette soirée. Et je remercie Monsieur Lespinasse, le délégué territorial de l'ARS, d'avoir été présent à nos côtés. Nous réitérerons ce type de soirée dès qu'il y a des sujets ou de l'actualité qui le nécessitent. En attendant, n'hésitez pas à prendre contact avec les infirmières de l'équipe de tournée Covid pour pouvoir participer à cette tournée ou alors de vous organiser localement avec vos médecins, vos infirmières et vos kinés localement entre vous pour organiser ces prises en charge à domicile selon les recommandations de la Haute Autorité de Santé. Merci à tous, excellente soirée. Merci, bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir. Bonsoir. On va peut-être rester pour voir ce qu'il en est.